Bonjour et bienvenue pour cette analyse ciblée, notre revue de presse Focus CSRD de ce 25 mai 2025. On va décortiquer ensemble les toutes dernières actualités sur la réglementation européenne en matière de durabilité. Pas mal de sources médiatiques à couvrir aujourd'hui. Absolument. L'idée, c'est vraiment de repérer les grandes lignes, les points chauds, et puis aussi les ajustements qui se dessinent dans cet univers ESG européen, surtout bien sûr autour de la fameuse CSRD et de ce qui gravite un peu autour. C'est vrai que c'est un paysage qui bouge très très vite. Alors justement, plongeons directement dans le vif du sujet. Il y a une information importante qui nous vient d'Axvera. Il est question d'allègement temporaire pour les premières entreprises qui doivent appliquer la CSRD. De quoi parle-t-on exactement? Oui, c'est ça, c'est un projet d'acte délégué de la Commission européenne. En fait, ça s'inscrit dans un effort plus large de simplification. On appelle ça le paquet Omnibus. L'objectif affiché, c'est de réduire un peu la charge administrative, surtout qu'on sait déjà que les normes ESRS, les normes de reporting, vont être révisées d'ici 2027. Donc c'est une sorte de transition. D'accord. Et concrètement, ça touche qui? Et sur quel point? Alors, concrètement, ça concernerait les entreprises de moins de 750 salariés. Elles pourraient avoir des exemptions, parfois jusqu'à 3 ans quand même, et ça porte sur des sujets assez centraux. Une partie des émissions indirectes, le fameux Scope 3, référence E1.6 pour les connaisseurs, l'évaluation des risques financiers liés au climat, E1.9, mais aussi des thèmes environnementaux comme la biodiversité, le E4, l'économie circulaire, E5.6, et puis pas mal d'indicateurs sociaux spécifiques, S1.7, S1.8, et toute une série de S1, S2, S3, S4. C'est assez large. Ah oui, donc ça touche vraiment des points stratégiques, pas juste des détails administratifs. C'est sûr que c'est un ballon d'oxygène pour ces entreprises, mais est-ce qu'on ne risque pas de perdre en route la comparabilité des données ESG? C'était quand même un des grands objectifs de la CSRD, non? C'est exactement ça. C'est le point de vigilance majeur qui est soulevé. Le risque, c'est de créer un reporting un peu à deux vitesses, quoi. Ça rendrait le benchmarking, la comparaison entre entreprises plus compliquée, c'est sûr. Surtout si elles n'ont pas la même taille ou si elles n'appliquent pas les mêmes exemptions. Ça introduit une incertitude, même si on nous dit qu'elle est temporaire. Logique, logique. Ces exemptions allègent la charge pour certains, mais alors comment les entreprises qui doivent déjà publier, elles, comment elles s'en sortent réellement? Le Lézard relaie une analyse intéressante de Datamaran sur les tout premiers rapports CSRD, plus de 300 publications passées au crible. Qu'est-ce qui en ressort? Alors ça, c'est fascinant. Premier constat, les entreprises parlent beaucoup plus des impacts négatifs et des risques. C'est mentionné dans 37% des IRO, les fameux impacts, risques et opportunités. Beaucoup plus donc que des opportunités liées à la durabilité qui sont seulement à 13%. Tiens, c'est curieux ça. C'est presque une approche défensive, on dirait. On craint davantage peut-être le risque de greenwashing ou les poursuites que de mettre en avant les opportunités. C'est une piste. C'est une interprétation tout à fait possible. Ça suggère en tout cas une certaine prudence, oui. Autre point clé, la concentration thématique est très forte. Le climat, la norme E1, est quasi universellement couvert. 99%, c'est énorme. Pareil pour les effectifs propres, S1, 98%. Et la conduite des affaires, G1, 92%. Par contre, des sujets comme la biodiversité, E4, l'eau, E3, ou l'impact sur les communautés locales, S3, sont bien moins présents. On est sur du 44%, 37%, 36% respectivement. La biodiversité, si peu couverte, alors qu'on en parle de plus en plus comme d'un risque majeur systémique. C'est étonnant ça. Et la fameuse crainte des rapports interminables qui allaient faire des centaines de pages, elle se confirme ou pas? Eh bien non, figurez-vous. Surprise, la longueur moyenne reste stable par rapport à l'avancée SRD, on est autour de 103 pages. Par contre, ce qui varie énormément, c'est le nombre d'impacts, risques et opportunités, les IRO, que les entreprises choisissent de détailler. Ça va de 6 à, tenez-vous bien, 130. Ah oui, le grand écart. Exactement. Et autre détail intéressant, seulement 14% des entreprises ajoutent des IRO qui leur sont vraiment spécifiques, qui ne sont pas prévus par les standards génériques. Ça pose question sur la personnalisation. Mhm. Merci, c'est très éclairant. Et alors, les banques, dans tout ça, on sait qu'elles sont particulièrement observées, rôle clé dans le financement de la transition. KPMG a sorti une analyse sur 20 grandes banques européennes. Qu'est-ce qu'on apprend de leur côté? Alors les banques, elles ont clairement investi le sujet, ça se voit. Leurs rapports sont nettement plus longs, 203 pages en moyenne. Waouh, le double quasiment? Ouais. Oui, et chez elles, on voit 4 thèmes qui font consensus. Climat, bien sûr, leurs propres effectifs, l'impact sur les consommateurs finaux et la conduite des affaires. Mais
un peu comme ailleurs, la biodiversité reste un sujet moins consensuel pour l'instant. C'est pas encore la priorité affichée partout. D'accord. Et leur principal défi, c'est quoi? Le vrai casse-tête pour elle, ce sont les émissions financées. Hmm. C'est le fameux scope 3.15. En gros, ce sont les émissions de leurs clients qu'elles financent via les prêts, les investissements. Et ça représente l'écrasante majorité de leur empreinte carbone, souvent plus 95%. C'est colossal. Et là, les méthodologies de calcul varient encore beaucoup d'une banque à l'autre, ça rend les comparaisons très délicates. On note aussi que si 80% publient bien des plans de transition climat, ils sont souvent exprimés en intensité carbone, genre tonnes de CO2 par million d'euros financés, plutôt qu'en valeur absolue. Et souvent, ça manque de détails sur les actifs précis ou les scopes couverts. Et dernier point, l'impact environnemental de leurs propres activités numériques est souvent un peu sous-estimé. Un angle mort. Compris, c'est un chantier énorme pour elle. Restons sur les ajustements réglementaires. ESG Today nous apprend que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le CBM, la taxe carbone aux frontières, est lui aussi retouché. Exactement. Et c'est intéressant, c'est lié au même paquet omnibus de simplification qu'on évoquait pour la CSRD. C'est la même logique. Le Parlement européen a validé un seuil de 50 tonnes pour les importations. L'idée, c'est d'exempter une grande partie des petits importateurs, à peu près 90% d'entre eux en nombre. Pour alléger la charge sur les PME, j'imagine. Voilà, c'est ça. Mais, c'est le point crucial, ce seuil est calibré de telle manière que plus de 99% des émissions importées dans les secteurs vraiment clés, fer, acier, alu, ciment, restent bien couvertes par le mécanisme. D'accord, donc on simplifie l'administratif pour les petits. Mais on maintient l'ambition environnementale sur le gros des volumes importés. C'est un équilibre, quoi. Très clair. On voit bien cette tension permanente entre simplification et maintien des objectifs initiaux. Pour finir, peut-être quelques autres échos rapides dans l'actualité ESG qui donnent un peu de contexte. Oui, quelques signaux assez variés, c'est intéressant. D'un côté, on a Al Gore, dans le Financial Times, qui reste optimiste sur la transition énergétique, même avec le climat politique américain actuel. Il insiste beaucoup sur l'avantage économique, qui est devenu, selon lui, clair pour les renouvelables. De l'autre, ESG Today rapporte que PepsiCo revoit à la baisse ou décale certains de ses objectifs climat et emballage. Ils évoquent les réalités externes. C'est un signe des difficultés peut-être. Réalité externe, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En effet. Et puis, signe des temps aussi, l'info durable nous dit que Shell subit une pression accrue de ses actionnaires sur sa stratégie climat. Ça bouge dans l'intérieur. Tandis que West France nous apprend que Total Energies va bientôt faire face à la justice française pour des accusations de greenwashing sur ses engagements climatiques. Ça se joue aussi sur le terrain judiciaire. D'accord. Et enfin, une initiative intéressante, relevée par l'Info Durable, la Banque de France lance un programme de recherche pour mieux intégrer les risques liés à la nature, pas seulement le climat, mais la biodiversité, l'eau, etc., dans les modèles économiques. C'est un sujet qui monte. Bon, eh bien, en synthèse, on est vraiment dans une phase d'ajustement intense pour tout cet édifice réglementaire ESG européen, c'est clair. On voit des tentatives de simplification, peut-être pour rendre l'atterrissage moins brutal pour certaines entreprises, pour embarquer plus de monde. Oui, mais en même temps, des défis énormes persistent sur la cohérence des données, sur la comparabilité, la robustesse des méthodes. On l'a vu sur les émissions financées ou la biodiversité, c'est pas simple. La machine est lancée, c'est sûr, mais on ajuste clairement la trajectoire en cours de route. C'est une phase de rodage en quelque sorte. Exactement. Ce que nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion, pour ceux qui nous écoutent. Ces allègements qu'on observe, que ce soit pour la CSD ou le CBM, est-ce que c'est le signe d'un pragmatisme bienvenu, nécessaire, pour que la transition se fasse sans casser la dynamique économique? Ou bien est-ce qu'on risque de diluer un peu trop l'ambition première, qui était quand même de faire de l'Europe un leader mondial de la finance et de l'économie réellement durable? Le débat reste ouvert, assurément.